à ces congrès. Peut-être y a-t-il dans la salle des personnes qui étaient là il y a combien, 3 ans, hein? 2009. 2009, quand j'étais intervenue sur le coma et la neuroplasticité cérébrale, qui sont actuellement ce que je fais le plus, puisque je me suis aperçue au travers des NDE qu'il y avait énormément de personnes qui, dans le coma, vivaient cette expérience. Et cela, ça a fait tilt. Et je me suis dit, mais alors, si véritablement ces personnes vivent cette expérience alors qu'elles sont dans le coma, ce ne sont pas des légumes tels qu'on les présente. Et il y a peut-être des choses à faire pour éviter qu'elles ne soient considérées encore et toujours comme des légumes pour lesquels il n'y a rien à faire et on attend qu'elles s'en aillent de l'autre côté. Donc c'est pour ça qu'à travers la NDE sur laquelle j'ai ce travail de recherche qui a été effectué depuis maintenant 20 ans, bon, moi je n'ai pas la chance, comme Sylvie, que nous connaissons bien, d'avoir une fondation, d'avoir un centre. Je travaille seule, évidemment bénévolement, et comme je suis en Corse, j'habite à Ajaccio, donc du coup ça fait encore un handicap de plus. Mais enfin bon, je suis dans mon petit coin, et puis dans la mesure du possible, j'essaie de faire comme une petite goutte d'eau, comme je dis toujours dans mes conférences, un peu d'aide aux autres, un accompagnement. Et je travaille de cette façon sur les NDE en recueillant des témoignages des personnes qui veulent bien venir me contacter et me voir, qui me font ce magnifique don de leur expérience. Et puis, si elles le souhaitent, eh bien ensemble, on fait un petit bout de chemin. On essaie de comprendre ce qui est arrivé, de l'analyser, de renvoyer, et puis on chemine. On chemine. Mais ça peut durer très longtemps parce que, vous voyez, là, je chemine toujours depuis maintenant 15 ans avec une personne qui figure dans le livre, qui m'avait donné son témoignage et qui, elle, alors, a fait quelque chose de totalement inédit. Elle a fait un marchandage. Un marchandage avec lettres de lumière. Il faut le faire quand même, non? Et elle avait 5 enfants en bas âge. Et elle a dit non, c'est pas possible. Moi, je suis super bien là où je suis. C'est merveilleux. On vous l'a déjà dit et redit, puisque depuis ce matin, j'allais dire, on vous bassine avec la NDE. Eh bien, cette personne a dit à Lettres de Lumière, voilà, je vous propose une chose. Vous me renvoyez sur Terre pour élever mes 5 enfants, parce que je ne veux pas qu'ils soient élevés par une marâtre. Mais, quand j'aurai fini mon temps, eh bien, j'aimerais bien revenir près de vous pour vivre cette vie merveilleuse que vous m'avez fait entrevoir. Et elle a promis, en même temps, contrepartie, que si jamais il lui accordait cette faveur, eh bien, elle prenait l'engagement d'aider les autres, et notamment les personnes qui étaient suicidaires. Et depuis 15 ans, eh bien, elle ne fait que ça. Elle aide toutes ces personnes. Et je vous en parlerai un petit peu plus en avant tout à l'heure. Là, pour l'instant, j'ai voulu donner la parole. J'ai voulu donner la parole à ceux qui ont vécu cette expérience. Et je suis à peu près certaine que dans la salle et dans l'autre salle, il y a des personnes qui l'ont vécu. Parce qu'actuellement, je deviens, comme je disais ce matin, le bureau des pleurs. Parce que je reçois des personnes qui me disent, qui ont vécu cette expérience et qui disent, il y en a assez qu'on parle de nous sans nous donner la parole, sans nous laisser nous exprimer sur ce que nous avons vécu, qu'on dise, elles ont dit ceci, elles ont dit cela, elles ont fait ci, elles ont fait là, mais nous, ce qu'on a vécu et ce qu'on est, personne ne nous manque plus rien. Bon, alors venons-en maintenant à ce pourquoi je suis là. Il faut peut-être que je vous parle de la NDE. Alors, en quoi cela-t-il? Mon plan est le suivant. Là, le thème, c'est une NDE pour en faire quoi? Bon, je ne recommencerai pas à vous décrire ce qu'est une NDE. Mario vous en a parlé ce matin. Elle vient de le faire. Sylvie aussi. Donc, vous savez ce que c'est. On ne va pas recommencer. Par contre, ce dont je vais vous parler, c'est non pas de la NDE, mais des NDE. Parce qu'il n'y a pas une NDE, il y a des NDE. Et quand on prend la peine, véritablement sur de nombreuses années, hein, Sylvie, d'examiner ça de près, et d'en faire une recherche en posant des hypothèses, en mettant en place un protocole, et ensuite en rassemblant des témoignages que vous allez analyser, que vous allez essayer de comprendre, que vous allez mettre en perspective,
les unes après les autres, vous vous apercevez que c'est complètement différent. Il y a toujours un petit quelque chose qui va faire qu'elle est unique. Elle est pour cette personne, elle vous l'a dit d'ailleurs, hein, elle est pour cette personne, pour lui permettre d'évoluer ou non, selon qu'elle oui ou non, elle va en trouver le mode d'emploi. Parce que toute la difficulté justement dans la NDE, c'est d'en trouver le mode d'emploi. Parce que ça vous tombe sur la tête comme si vous preniez un pot de fleurs, et puis vous ne savez pas quoi en faire. Vous revenez, vous êtes déstabilisé, et vous vous dites, bon sang, qu'est-ce qui m'arrive? On vous l'a expliqué, la peur de passer pour fou, etc., etc. Donc moi, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est 3 choses. Alors, la première chose, ça va être de vous parler de celui qui l'a vécu avec les modifications de sa personnalité. Je ne m'y étendrai pas vraiment beaucoup, puisque Sylvie vous a parlé de tout à l'heure, mais je veux quand même revenir sur certaines choses, et notamment sur un des aspects de la NDE qui est très peu montré, qui est celui des dons que reçoivent ces personnes, des dons paranormaux. Et alors ils sont avec ça, et j'en fais quoi? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est mon cerveau qui est devenu complètement fou? Qu'est-ce que je vais faire de ces dons? Quand ils ont du magnétisme, quand ils ont des dons de voyance, quand ils ont une illumination, et elle a reçu, alors là, vous avez vu ce qu'elle vous a dit, sa spécificité à elle a été de voir garder toute la connaissance qui lui a été donnée lorsqu'elle était face à cet être de lumière. Alors que pour la majorité d'entre eux, ils l'oublient quand ils arrivent, ou alors ils en ont certaines bribes dans leur tête, qui fait que, oui, ça je l'ai entendu, ça on me l'a donné, ça je vais pouvoir peut-être en faire quelque chose, mais la plupart du temps, ils ne se souviennent pas de ce qui leur a été donné au point de vue de la connaissance. C'est un peu comme si vous voulez, on se retrouve à la Genèse avec Adam et Ève, où ils avaient la connaissance, et puis d'un seul coup, parce qu'il a mangé un morceau de pomme, on dit, il n'y a plus rien. Alors je vais d'abord vous parler de ce que il est arrivé à ceux qui l'ont vécu, ensuite de vous parler, parce que moi j'ai fait passer un questionnaire pendant des années auprès des personnes qui ne l'avaient pas vécu. Là, je ne vous le fais pas passer aujourd'hui, mais j'ai fait passer un questionnaire pour essayer de comprendre comment les personnes qui ne l'avaient pas vécu pouvaient appréhender cette expérience, quel effet ça pouvait avoir sur elles, aucun effet ne pouvait se montrer, ou au contraire s'il y avait beaucoup d'effets. Donc ça, ce sera la deuxième partie de mon intervention. Je dispose de combien de temps ? Vous êtes pas trop épuisé, ça va, vous, depuis ce matin? Bon. Vous ne dormez pas, là, hein, ça va. Bon. Et puis, le troisième volet, c'est quel effet cela a-t-il sur le chercheur? En sort-il indemne, lui aussi, ou au contraire est-il transformé? Ben, moi, je peux vous dire que effectivement, on n'en sort pas indemne. On n'en sort pas indemne, pas vrai. Il vous arrive des tas de choses après. Moi, je sais que je ne suis pas médium, je ne suis pas magnétiseur, mais alors il m'arrive, je peux vous dire que ma vie est un... Je ne peux pas aller nulle part sans qu'il ne m'arrive pas quelque chose qui relève du paranormal. Comme si le paranormal me courait aux fesses en me disant, alors tu y viens, oui, tu te décides. Et j'ai beau dire non, moi je suis un chercheur, je ne peux pas mettre en péril mon côté scientifique en me plongeant dans le paranormal, et puis il n'y a rien à faire, elle me court aux fesses tout le temps, où que j'aille, c'est comme ça. Bon, voilà à peu près ce dont je vais vous parler là maintenant, si vous voulez bien me prêter attention. Alors, nous avons dans les conséquences, parce que je vais m'attacher aux conséquences, à la fois des conséquences positives, des conséquences négatives, et des conséquences positives et négatives. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui la vivent, mais qui en même temps peuvent très bien être dans cet bonheur, dans cet amour inconditionnel, dans cette chose extraordinaire qui leur arrive, mais en même temps avoir des côtés négatifs qui vont vraiment les perturber. Donc nous avons
par exemple, une chose que l'on retrouve dans tous les témoignages, tous. Et tu l'as pas dit ça tout à l'heure. C'est la disparition donc totale de la peur de la mort. Donc là, oui, mais attendez la fin. Oh, comme vous êtes. Oui, eh bien, détrompez-vous. Voilà. Parce que moi, j'ai eu un témoignage d'une personne qui l'a vécu à 18 ans, qui a témoigné en disant « Je n'ai plus peur de la mort ». Parce que, qu'est-ce qu'ils vous disent tous, sans exception? On pourra me dire tout ce qu'on voudra. Tous les médecins du monde pourront me démontrer par A plus B plus C plus 1 que ce n'est pas vrai, que du moment que je n'étais pas mort, c'est que je n'étais pas mort puisque j'en suis revenu. Eux vous disent, moi je sais que j'étais mort, que j'y suis allé, que j'en ai fait l'expérience et que arrivé à un moment, soit je serais parti définitivement, soit je serais venu parce que je l'aurais demandé, parce que j'avais encore une tâche que j'estimais à faire dans la vie, ou soit parce qu'on m'aurait dit « Ah ben non, c'est... » Alors j'ai une phrase qui m'a beaucoup frappée. Il y avait 3 juges à côté d'elle, et elle marchait. Et puis ils ne s'occupaient absolument pas d'elle. Et il y en a un qui dit à l'autre « Mais non, c'est pas le moment, elle n'est pas inscrite sur le livre, celle-là. Il faut la renvoyer. » Et elle à côté qui disait « Mais enfin, moi je suis très bien, pourquoi est-ce qu'ils veulent ils veulent pas de moi? C'est pas normal, et puis moi je veux leur dire. » Et ils ne l'écoutaient pas. Et elle a été obligée de repartir parce que c'était pas son mère. C'est pour ça que maintenant, je vous assure que personnellement, alors là je parle au plan personnel, je ne parle pas en tant que scientifique. Au plan personnel, je suis de plus en plus persuadée que l'heure c'est l'heure. Voilà. Et qu'il n'y a pas, vous avez beau tourner et virer, vous partirez quand le moment sera venu. C'est pour ça que, bon, quand on vous annonce un truc qui vous tombe sur la tête, que vous risquez de mourir parce que vous avez une maladie qui se passe mal. Il reste 20 minutes. Ah, ben alors on va avancer plus vite. Oui, mais là c'est pas juste, hein. Non, je suis pas d'accord. Tu vois, tu m'as coupé en plein dans mon truc. Oui, eh bien, je suis persuadée, franchement, là je redeviens sérieuse, que même quand on vous annonce une maladie qui peut vous emmener, eh bien, si ce n'est pas le moment, eh bien, ce ne sera pas le moment. Et si vous avez encore des choses à faire, eh bien, vous serez là pour les faire. La preuve. Bon. Donc, sur... Alors, on vous a parlé des modifications de la personnalité. Prenons l'exemple de Vanina. Vanina est dans une famille d'athées. Elle n'a pas de religion, rien. Et pourtant, ça lui est arrivé. Et ce n'est pas pour autant qu'elle est devenue une grenouille de bénitier en allant à l'église, ou alors qu'elle a transformé complètement sa vie. Non, ce qu'elle fait, c'est qu'elle me dit, moi, écoute, au quotidien, lorsque je dois faire quelque chose, et que dans les connaissances que j'ai ramenées, je peux aller prendre, comme elle dit, je suis pragmatique, quelque chose qui va m'aider à faire ce que je dois faire, je le fais. Et pour le reste, eh bien, c'est pas mon truc. Moi, oui, je suis dans la spiritualité, mais à ma façon, mais je ne me raccroche pas à de la religion ou à de la spiritualité, au grand mot, au grand sens du terme, d'accord ? Alors, je voudrais vous dire, en tant qu'anthropologue, puisque je suis anthropologue, que la NDE existe depuis des temps immémoriaux. Tout à l'heure, tu as évoqué le chamanisme. Pourquoi ? Tout simplement parce que, à l'aube des temps, et si vous lisez les chamans de la préhistoire de Clotte, Jean-Pierre Clotte, vous verrez, c'est un livre remarquable, il a mis en évidence que les chamans dans les grottes, les personnes qui allaient au fond des grottes pour dessiner, vous savez, ses mains, et pour prendre des petits points aussi qui n'ont rien à voir avec les peintures rupestres, eh bien c'était des gens qui allaient se connecter avec le monde d'en bas ou le monde d'en haut et qui étaient déjà des chamans. Et ces chamans vivaient donc une expérience de modification de conscience
pour aller recueillir des informations qui allaient leur permettre d'être reconnus par ceux auprès desquels ils officiaient et qui les considéraient, après avoir vécu une petite mort, ils appellent ça une petite mort, c'est-à-dire que pour que ces personnes puissent devenir chamanes, il fallait qu'avant, elles aient vécu une NDE. Et vous avez la même chose, et c'est pour ça que moi j'ai fait un panoramique depuis donc la préhistoire, dans cette thèse que j'ai essayé d'écrire, comme je dis, avec le langage de la concierge, pour qu'elle soit accessible et que ce ne soit pas avec des termes, j'aurais pu, mais bon, ce n'est pas mon langage. Eh bien, si pour devenir un chaman, il faut qu'avant, vous ayez vécu une petite mort qui va faire que la communauté va vous reconnaître comme étant susceptible de devenir chaman et de recevoir l'enseignement du chaman. Et croyez-moi, cet enseignement est très long, très dur, et c'est le chaman en titre qui va vous la donner, vous le donner. Et il faut au minimum 3 ans. Alors c'est pour ça que j'ai fait des conférences sur le chamanisme, parce que quand j'ai vu qu'il suffisait d'aller dans des stages dans une année de 2 jours, de se mettre autour d'un tipi avec des pierres chaudes et puis de faire la méditation Mané Padme Hum, eh bien non, c'est pas ça qui va vous faire vous transformer en chaman. Donc nous avons là ils reviennent avec donc cette éradication de la peur de la mort, et puis avec une difficulté, Sylvie vous l'a dit, à réintégrer ce monde-ci, mais aussi une difficulté à s'insérer dans leur propre famille. Et c'est là, si vous voulez, que moi, en tant que psychosociologue, je peux intervenir, parce que mon travail de psychologie, c'est sur le groupe. C'est-à-dire que non seulement je vais entendre la personne avec son mal-être, avec sa difficulté à comprendre ce qui lui est arrivé, mais en même temps, je vais entendre la famille qui n'y comprend plus rien, qui ne reconnaît plus celui qui est en face d'elle. Et bien souvent, malheureusement, ça aboutit à des divorces, parce que la personne est tellement changée. Et c'est Moody qui citait ce cas d'un monsieur qui était très violent, qui était tout le temps en train de hurler, etc., qui est devenu doux comme un mouton, et la famille ne le reconnaissant plus, eh bien, la femme a fini par divorcer parce que ce n'était pas le genre d'homme qu'elle voulait. Bah oui. Bah, jamais contente, comme tu dis. Alors, ils reviennent avec des possibilités et avec le sentiment qu'ils ont une tâche à accomplir, c'est-à-dire cette fameuse tâche d'aide aux autres, d'accompagnement des autres, d'être ouverte aux autres et d'être dans l'amour. Alors, le problème qui se pose, parce que c'est toujours à double tranchant. Bon, je veux bien être dans l'amour, mais je ne vais pas sauter au cou de chaque personne que je vais rencontrer. Et quelquefois, ça leur arrive. Parce qu'ils sont tellement pleins d'amour qu'ils se tournent vers quelqu'un qui est mal vissé ce jour-là et qui n'a pas du tout envie qu'on vienne lui proposer de l'aimer. Voilà, il ne veut pas. Donc il n'arrive pas, si vous voulez, à se retenir. Contrairement à nous qui, avant de nous livrer à un geste d'amour, bon, il y a beaucoup de personnes qui m'ont prise dans leurs bras quand je suis arrivée, ça m'a fait chaud au cœur. Mais c'est parce que c'était moi, mais il y a une autre personne qui n'aurait peut-être pas apprécié ce genre de choses. Et eux ne se rendent pas compte. Ils sont là, ils sont pleins d'amour. Ah, j'y vais, je ne réfléchis pas, j'y vais. Donc il faut vraiment pour eux, c'est très très important. C'est un peu, si vous voulez, comme quelqu'un qui a fait une psychothérapie pendant des années et qui a raconté sa vie. Raconter sa vie, et à force de raconter sa vie, il ne peut plus s'empêcher, chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, de lui raconter sa vie, comme si tout le monde aimait beaucoup ça. Oui, il y a des moments où, franchement... Bon. Après, j'en viens à ces développements paranormaux. Et là, on n'en parle pas. Je ne sais pas pour quelle raison, chaque fois que quelqu'un s'exprime sur la NDE, hop, c'est squeezé. Des fois que ça dérangerait. Et pourtant c'est une réalité. Croyez-moi, ça leur arrive très souvent
Moi, j'ai eu une centaine, pas comme Sylvie, 600 ou 700 témoignages, mais j'en ai eu plus d'une centaine sur les 20 années que j'ai recueilli ces témoignages. Et véritablement, il y en a beaucoup qui ont ce genre de phénomène. Alors, ça se traduit de différentes façons. Ça peut se traduire par, de nouveau, des décorporations qui ne sont pas voulues. Il faut bien intégrer ça. C'est que ce qui leur arrive n'est pas voulu. Ça surprend. Imaginez-vous, c'est vous, c'est moi, demain matin, où il vous arrive ce genre de phénomène, et puis d'un seul coup, la nuit, vous êtes en train de dormir, et hop, vous sortez de votre corps. Et puis bon, il faut rentrer, ça va. Cette fois, je suis rentrée. Et j'ai eu un témoignage comme ça. Elle avait 18 ans, et quand elle est rentrée dans son corps, c'était pas une DE, une OBE qu'elle vivait, elle dormait. Hein. Eh bien, elle a rentré, la tête était dedans, mais pas le corps. Et le corps était là. À 18 ans, imaginez la panique. Vous voyez comme ça? Eh bien, elle a été totalement terrorisée, elle s'est dépêchée de rentrer ce corps dans le corps. Et puis là, j'ai eu dernièrement un témoignage où alors c'est un homme, lui, il est à l'hôpital, il s'est trompé de chambre, et il est rentré dans le corps d'une femme. Je peux vous dire qu'il en est ressorti très vite. Hein. Et alors on peut se demander... Ah, franchement, j'ai l'impression d'être un comique sur scène, genre Romanoff. Mais je vous assure que je ne vous raconte pas d'histoire, ce sont vraiment des témoignages que j'ai reçus. Franchement. Hein. Et donc ça, c'est le premier acte, je dirais, où, après avoir vécu cette expérience, il leur arrive donc de recontinuer la nuit à faire des décorporations ou à faire des rêves éveillés, où il leur arrive des informations qu'ils n'avaient pas prévues et qui les déstabilisent vraiment beaucoup. Parce qu'en plus d'avoir vécu cette expérience qui est déjà, comme vous l'a dit Sylvie, très déstabilisante, si en plus vous vous mettez à voir des choses vraiment bizarres qui vous arrivent, c'est encore beaucoup plus traumatisant. Essayez un moment de vous mettre à leur place. Hein. À la suite de ça, ils peuvent avoir du magnétisme qui leur permet d'aider les autres en les soulageant. Et ils peuvent avoir aussi donc, des dons de voyance. Alors quand la première fois ça leur arrive, je peux vous dire que ça n'est pas évident du tout. Hein. J'en ai une par exemple qui a prévu, d'un seul coup elle a eu une prémonition et elle a vu les avions du World Center. Après elle a eu une deuxième aussi, un événement tragique qui s'était produit. Et elle a pris conscience que c'était très, très traumatisant pour elle. Elle a demandé à ce que ça s'arrête. Elle a dit non, je ne veux pas. Parce que je ne peux pas faire quoi que ce soit. Si j'en parle, je passe pour une folle. Personne ne me croira. Je ne peux pas avoir d'effet avant. Donc, je ne veux plus ce genre de choses. Et elle a dit non. Et ça s'est arrêté net. Ça a été fini, fini, fini. Ceux qui ont de la voyance, alors vous avez ceux qui font cela bénévolement. Ils disent à la personne, bon, si vous voulez, plutôt que d'avoir un canard ou comme c'est arrivé, vous voyez des choses comme ça, parce que les gens veulent, il y a le don et le contre-don, hein, selon Mauss. Eh bien, ils amenaient des choses complètement hétéroclites pour la remercier. Alors, finalement, elle a mis une boîte. C'est pour ça que quand c'est à la campagne, comme elle est à la campagne, c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée avec un canard, avec des œufs, avec une poule, un jour, elle en a eu assez de manger du canard, et donc elle a mis une boîte, et les personnes mettaient ce qu'elles voulaient, ou elles ne mettaient rien du tout. Voilà. Et maintenant, elle continue, et elle est submergée, parce que vous savez qu'en France, actuellement, je ne vais pas vous faire un cours d'économie, mais nous sommes plutôt en perdition. Et de ce point de vue, les gens sont très très mal en étant au chômage, en n'ayant pas de fin de mois qui peuvent terminer. Voilà. Alors il y a une chose quand même très importante, c'est qu'il leur arrive ils ont une force après avoir rencontré ceux... Alors attention, faisons un distinguo entre l'ANDE classique
d'incorporation, rencontre peut-être le tunnel, mais pas forcément l'être de lumière, pas forcément la lumière d'amour. Hein. C'est toujours le même mot qui revient. Une lumière d'amour inconditionnel. Il y a toujours ce mot, vous l'avez vu? Vanina l'a employé, inconditionnel. C'est non exprimable. C'est pour ça que quand ils sont là pour dire leur expérience, ils vous disent à un moment donné, tous, sans exception, je n'ai pas les mots pour le dire. Parce que c'est tellement énorme que nos mots du quotidien ne peuvent pas exprimer ce qu'ils ont vécu. Et puis il faut être conscient que lorsqu'ils vont exprimer ce qu'ils ont vécu, ils sont obligés de construire, de reconstruire quelque chose. Alors que ce qu'ils ont vécu, ils ne peuvent pas le retranscrire stricto sensu, c'est pas possible. C'est déjà une construction. Et après, quand vous avez derrière un chercheur qui vous dit il a dit ceci, il a dit cela, il a fait ci, il a fait là, c'est encore une reconstruction. C'est comme quand en philosophie hindouiste, on traduisait un texte, la France reprenait des textes qui avaient été traduits par les Anglais qui avaient fait des contresens, et nous, quand on arrivait derrière, qu'on reprenait le texte anglais, ben on refaisait des contresens sur le texte anglais où il y avait des contresens. Donc il a fallu tout reprendre à zéro, le sanskrit, pour essayer d'avoir des textes qui ressemblaient à quelque chose. Ensuite, nous avons... Ah oui, la prémonition de la mort, pour certains. Certains... Moi, je sais maintenant que je peux programmer ma mort. Je sais que si demain matin je veux mourir, je peux le faire. Et j'ai eu plusieurs témoignages comme ça. On peut décider du moment de sa mort. Et je pense qu'il y a dans la salle certainement des infirmiers, il y a sûrement, bon je sais qu'il y a des amis qui sont en soins palliatifs, et tout le monde le sait, quand on fait des accompagnements, comme ça peut être mon cas aussi, de personnes qui sont en fin de vie, que la personne peut attendre qu'un proche arrive, ou qu'au contraire, un proche qu'ils adorent soit sorti de la pièce pour s'en aller, pour ne pas leur offrir le spectacle d'un départ. Et ça, c'est du quotidien. Donc ça montre bien que le lâcher-prise, je m'en vais. Et je peux vous citer, là je repars, même si j'ai que 20 minutes, hein, c'est important. Non. Je vais vous citer le cas d'une maman dont la fille était dans le coma, enfin, disons un état végétatif avancé, depuis 7 ans. Et cette jeune fille s'accrochait et était toujours là. Et puis, sa maman a décidé qu'elle avait assez d'amour et peu d'égoïsme pour lui dire que si véritablement elle voulait partir, elle aurait beaucoup de chagrin parce qu'elle l'adorait, mais qu'elle l'acceptait. Et elle lui a dit. Elle lui a dit. Et puis elle est partie déjeuner. Et pendant l'heure où elle a été absente, sa fille est partie. Et son chagrin a été immense parce qu'elle aurait voulu être là, près d'elle, alors qu'elle l'avait accompagnée depuis si longtemps. Et sa fille n'a pas voulu lui offrir ce spectacle et elle est partie pendant qu'elle était absente. Ben, je peux vous dire que c'est cet aspect-là qu'elle a le plus mal vécu, le fait de n'a pas pu avoir été là pour assister sa fille. Et là, dans la conférence que je vais donner à Aix-en-Provence la semaine prochaine, dont le titre est « Pardonner, c'est vivre », eh bien, lorsque le pardon n'est pas donné, qu'il est demandé soit par celui qui va partir, soit par celui qui vient le demander, eh bien, c'est absolument terrible. Et il y a eu un cas comme ça, où la personne a exigé de l'infirmière qu'elle mette un écriteau sur sa porte en disant « Je ne veux pas que personne de ma famille ne vienne, et encore moins mon mari, qui est parti avec ma meilleure amie. » Alors il y a la joie de vivre ici et maintenant, pour certains, et en même temps vous avez ce paradoxe,
où ils ne se sentent plus à l'aise dans ce monde-ci qui est le nôtre, et où ça peut donc dégénérer vers la pathologie d'un suicide. Et quelquefois, comme tu disais tout à l'heure, qu'il y a un passage à l'acte. Donc je ne vais pas vous refaire tout ce que vous a dit, donc il me dit que j'ai que 10 minutes. Mais dans les effets négatifs post-EMR, nous avons donc cette tendance suicidaire, le désir de la revivre, le désir de retrouver cette lumière magnifique, le renfermement sur soi que tu as évoqué, parce que pour eux, c'est plus ce monde-là qui est le leur, c'est celui dans lequel ils sont allés. Et enfin, la pulsion à laisser partir, à ne pas réanimer. Voilà. Pour eux, une personne qui est dans le coma, on doit la laisser partir, on ne doit pas la réanimer parce que c'est tellement bien de l'autre côté qu'on doit la laisser partir. On ne doit pas la maintenir artificiellement en vie. Ça peut être un effet pervers. Et après, il y a la rupture familiale que j'évoquais tout à l'heure. Alors maintenant, les effets sur vous, tous. Moi, je voudrais bien savoir quel effet ça a eu sur vous aujourd'hui. Mais vous me le direz peut-être demain ou dans les questions. Je suis encore là demain. Vous avez les mêmes effets chez les non-connaisseurs. Ça m'a été vraiment, j'ai été extrêmement surprise de voir ça, parce que vous avez la diminution de la peur de la mort. Ça aide les personnes qui ont peur de la mort dans notre société, parce que c'est devenu... On n'a pas, comme le montre Philippe Ariès, le sociologue, ce commerce de préparation à sa mort. Bien que maintenant, vous avez vu les pubs à la télévision, préparez vos obsèques, venez nous donner votre argent, comme ça vous serez tranquille et autour de vous, personne n'aura à s'occuper de quoi que ce soit. Tous les jours en ce moment, hein, c'est la période de la Toussaint, donc il y a beaucoup de pubs comme ça. Eh bien, donc il y a une croyance à la survie qui est renforcée, avec une interrogation sur Dieu, et la perte de la rancune contre Dieu. Ça m'a beaucoup étonnée. Parmi des personnes qui avaient perdu un enfant ou un être cher, qui avaient du mal à faire leur deuil, eh bien, ces personnes-là, avec le commerce de la NDE, sans l'avoir vécu, n'avaient plus cette rancune contre Dieu. Nous disons Dieu, mais bon, on peut dire autre chose, hein. On peut dire une déité, on peut dire l'être suprême, on peut dire tout ce que vous voulez. Hein. Et après, il y a une meilleure acceptation de la souffrance aussi. À la fois la souffrance physique et la souffrance psychique. Et notamment, alors que quand la personne revient après une NDE, elle retrouve la souffrance. Mais là encore, que nenni. Parce que vous en avez qui reviennent et il n'y a pas de souffrance, ils ne la sentent pas. J'ai eu un cas comme ça avec une double fracture des genoux. Eh bien, la personne, elle est remontée sur la moto, elle était complètement hilare, elle a bu, tout ça, elle a mangé, après elle est remontée sur la photo, elle est rentrée à Ajaccio, et quand on connaît les routes corses, croyez-moi, avec une double fracture de la rotule, ça n'est pas évident. Eh bien, elle ne souffrait pas du tout. Alors que les autres vous disent, dès que je suis rentrée dans ce corps, la souffrance est réapparue, c'était intolérable. Ensuite, nous avons un changement de comportement et de vie. Gardez en mémoire que nous parlons de ceux qui ne l'ont pas vécu maintenant, hein, puisqu'il faut que j'aille vite. Et puis, il y a une difficulté à exprimer la façon dont les effets que ça portait sur eux. Ils ont aussi du mal à le dire. Et en plus, il y a un élément, c'est-à-dire qu'eux font du prosélytisme. Ils ne l'ont pas vécu, donc ils n'ont pas la peur de passer pour fous, puisqu'ils ne l'ont pas vécu. Alors ils en parlent. Et j'ai eu un cas comme ça, elle en parlait au bureau, aux uns, aux autres. « Oh, avec ton ANDE, affiche-nous la paix, mais pourquoi tu nous parles de ça tout le temps, ça suffit ?» Et puis de temps en temps, il y en avait un qui arrivait et qui disait « Bon, alors, qu'est-ce que tu as dit là sur... tu disais quoi à propos de l'ANDE ?» Bon, il revenait, vous voyez, pour essayer qu'on leur dise ce qu'il en était exactement. Après avoir rejeté...
il y a en même temps une quête spirituelle qui se met en place. Qui dit quête spirituelle ne dit pas forcément, comme le disait Sylvie, se tourner vers la religion. Non, c'est véritablement qui je suis, pourquoi je suis là, vers quoi je dois aller, qu'est-ce que ces personnes ont pu m'apporter qui vont me permettre de trouver le chemin qui est le mien. C'est cela en fait. Quel est mon chemin? Je suppose que vous vous posez la question tous les jours. Ou pas tous les jours, mais enfin, vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi suis-je là? Quel chemin ai-je à faire? Parce que ça n'est pas possible, vous n'êtes pas là par hasard. Et si vous êtes chez les Tibétains, on vous dira que si vous êtes entré dans cet utérus-là, c'est pour renaître parce que vous avez un chemin à faire. Et ce n'est pas dans un autre utérus que vous êtes rentré, c'est dans celui-là. C'est celui-là qui est important. Ça n'en est pas un autre. Et alors, nous avons une plus grande tolérance aussi qui se met en place. Il y a moins de jugement et il y a un plus grand respect de toute vie. De toute vie, y compris celle des araignées, on vous parlait de la phobie des araignées ce matin. Eh bien non, je veux tuer une araignée, je la prends dans un chiffon, je la mets dehors. Voilà, oui, ça arrive. Et ça, nous sommes toujours chez les non-connaisseurs. Donc ça a un effet vraiment... Bon, moi j'ai employé dans mon livre un terme barbare qui veut dire qu'ils font une herméneutique interne créatrice de sens. Ah ben, de temps en temps quand même, hein, je peux employer des grands mots. Oh. Alors, par contre, j'ai eu un cas d'un effet pervers de l'ANDE. Vous voyez, on passe du drôle au tragique, si je puis dire. C'est du tragicomique ce soir. Eh bien, il s'agit d'un pompier. D'un pompier dont l'enfant de 2 ans s'est noyé dans une piscine, comme ça arrive hélas fréquemment. Et il a refusé qu'on le ranime, parce que sa mère avait vécu 3 NDE. Et il a dit, si mon enfant est dans cet état, c'est qu'il doit s'en aller, et je ne veux pas que vous me rendiez un légume, donc vous allez le laisser partir. Et il a refusé qu'on le ranime. Ça n'était pas... Quand je l'ai rencontré, croyez-moi, la vie n'était pas facile pour lui. Parce qu'il avait toujours cette interrogation qui le tourmentait. Ai-je bien fait? Ai-je mal fait? Mais l'enfant était resté quand même 20 minutes immergé dans la piscine. Et le ranimer, c'est vrai que les dégâts cérébraux ont été tellement importants que ça n'aurait pas été une bonne idée. Bon, alors il faut que je m'arrête. Bon. Alors par contre, non, quand même. Non. Tu m'excuseras, mais il y a le 3e volet. Le 3e volet qui va être très court. On va voter. Qui veut que je continue? Qui veut que je m'arrête? Ouais, moi, hein. Bon, le 3e volet. Alors, le 3e volet, ça va être très court, c'est l'impact sur le chercheur. L'impact sur le chercheur, c'est-à-dire comment, moi... Alors, j'ai toujours eu des difficultés, parce que comme j'étais en philosophie hindouiste et bouddhiste, j'ai toujours eu des difficultés à savoir comment la transformation de ma personnalité s'était effectuée à partir du bouddhisme ou à partir de la NDE. Alors maintenant, j'ai simplifié la chose parce que, vous savez, à 78 ans, on dépasse beaucoup de choses. Et je me suis dit, bon, après tout, hein, eh ben c'est les deux. Voilà. Et il est vrai que les personnes qui m'ont connue quand j'avais 40 ans et qui me connaissent maintenant, se rendent compte qu'effectivement, il y a une différence. C'est clair. Mais... Si peu. Ah bon? Bon, si tu le dis, hein. Et véritablement, on ne peut pas aborder ce genre d'expérience au quotidien, puisque ça a été mon cas hein, pendant toutes ces années. Là, ça a pris 7 ans quand même de travail, hein, cette thèse.
Et forcément, c'est du quotidien. D'ailleurs, vous devenez invivable. Hein. La famille ne vous supporte plus. Parce que vous êtes avec votre histoire, vous êtes dedans toute la journée, vous y pensez, vous cherchez des documents. Et quand vous êtes sur ce chemin, je vous parlais de paranormal tout à l'heure, eh bien, je travaillais tout en faisant la thèse, et je travaillais pour gagner ma vie et j'étais assistante sociale. Vous voyez, la correspondance avec la NDE, c'est pas vraiment ça. Mais bon, donc c'était un double emploi. Et c'était quand même pas facile. Mais je veux dire que quand on est là-dedans et qu'on a un sujet de thèse, on y pense tout le temps. On y pense tout le temps, hein, Mario, quand on est dans la recherche. Ça vous prend la tête, ça vous prend la tête. Alors on vous parle, on dit « Hein? Oui, hein? » Et puis, mais je te l'ai dit. Ah bah oui, tu as dû me le dire, oui, mais on est ailleurs. Quoi. Et déjà ça, c'est une grande transformation. Parce qu'on est branché sur ce sujet et qu'on analyse et qu'on analyse et qu'on analyse. Et de ce fait, il y a une transformation qu'on ne voit pas. On a l'impression qu'on est toujours pareil, mais en réalité, eh bien, on est changé. On est changé, on est plus ouvert aux autres. On a une espèce de sixième sens qui se crée en vous, qui va vous faire repérer, au milieu d'une foule comme celle-ci, la personne qui a besoin d'un peu d'aide, d'un peu d'accompagnement. Vous voyez, je vous donne un tout petit exemple et je vais terminer là-dessus. J'ai pris l'avion, Ajaccio, Bordeaux, et dans l'avion, à côté de moi, j'entre comme ça dans la travée, et à l'endroit où je devais m'asseoir, il y avait un jeune et une femme. Je m'assois entre les deux et j'ai senti que cette femme n'allait pas bien. Je n'ai rien dit, je ne la connaissais pas, je ne l'avais jamais rien vue. Et puis, à un moment donné, j'ai tourné légèrement la tête et j'ai vu qu'elle pleurait. Il y avait des larmes qui coulaient comme ça. Alors, j'ai simplement posé ma main sur son bras, c'est tout, sans rien dire. Et à ce moment-là, elle s'est tournée vers moi et elle m'a expliqué. Elle m'a dit, vous savez, je m'en vais à Angoulême. J'ai ma mère qui est à l'agonie, je ne sais pas si je vais arriver à temps. Je ne sais pas si elle sera encore en vie quand je vais arriver. Alors nous avons parlé. Et je lui ai expliqué que je lui ai expliqué. Je lui ai dit, écoutez, vous pouvez faire beaucoup pour votre mère. Vous allez arriver, si elle est encore en vie, eh bien faites en sorte de lui parler. Parlez-lui, elle est bien là. Parce que la conscience, comme vous l'avez bien montré, n'est pas dans le cerveau. C'est pas le cerveau qui crée la conscience, elle est à l'extérieur. Je lui dis alors, dites-lui à votre mère. Dites-lui ce que vous n'avez pas osé lui dire par pudeur pendant des années. Demandez-lui pardon s'il y a eu des choses entre vous qui ne se sont pas faites. Dites-lui que vous acceptez qu'elle vous pardonne ce que vous avez fait. Et puis si elle a fini, eh bien faites comme les Tibétains. Après, vous savez qu'elle est là. Elle va tourner, elle ne saura pas qu'elle est morte. Elle va être autour de vous, elle va tourner, elle va essayer de communiquer avec vous, elle ne pourra pas. Eh bien, montrez-lui que vous savez qu'elle est là, que vous êtes près d'elle, que vous allez faire encore un petit bout de chemin post-mortem avec elle, jusqu'à ce qu'elle soit enterrée. Et après, dites-lui de s'en aller, de partir dans sa nouvelle vie, dans la lumière. Alors, je termine en disant... C'est pas possible. Puis tu vois, il n'y a pas de questions, alors... Je propose qu'on vous applaudisse parce que vraiment, c'est extraordinaire. Merci.